Et si on s'était trompé sur toute la ligne à propos de l'amour? Aujourd'hui, on va explorer une toute autre façon de voir les choses. L'amour, non pas comme une passion qui nous submerge, mais comme une pratique, un art qui s'apprend, en s'inspirant des enseignements de frère Papeline. Alors, voilà le programme. On va commencer par déconstruire les mythes sur l'amour qui, bien souvent, nous mettent sur la mauvaise voie. Ensuite, on verra comment l'amour peut devenir une véritable offrande, comment de simples mots peuvent tout changer et pourquoi tout part de soi. Et enfin, on découvrira ce qu'est une vraie fin heureuse. On a tous grandi avec des grandes histoires d'amour, des films, des livres, mais et si ces histoires, aussi belles soient-elles, nous préparaient en fait à l'échec? Pensez à des romans comme Docteur Zhivago ou Anna Karénine. Ils nous peignent le portrait d'un amour passionnel, une force quasi divine qui détruit tout sur son passage. Selon notre source, cette image est non seulement fausse, mais elle est carrément nocive. Elle nous empêche de voir l'autre histoire possible, celle d'un amour qui se construit patiemment, humblement, dans la compréhension mutuelle. Le message ici est vraiment limpide. La véritable histoire d'amour, la vraie de vraie, ce n'est pas le feu d'artifice qui brûle tout. C'est l'autre histoire, celle qui est moins spectaculaire, qu'on ignore souvent, mais qui est infiniment plus profonde et plus réelle. Et ça nous amène à un changement total de perspective. Et si l'amour, au fond, ce n'était pas tant ce qu'on reçoit ou ce qu'on attend de l'autre, mais plutôt ce qu'on est capable de lui offrir en pleine conscience. Le socle de cet amour-là, c'est quelque chose d'une simplicité radicale. Être là. Mais attention, pas juste être là physiquement dans la même pièce. Non, être là avec toute son attention, toute sa présence. C'est en fait le cadeau le plus précieux qu'on puisse faire à quelqu'un. Et cette présence, concrètement, elle peut s'offrir à travers 4 qualités qu'on cultive en soi. D'abord, la fraîcheur. Comme une fleur, c'est notre capacité à voir l'autre et la relation avec un regard toujours neuf. Ensuite, la solidité, comme une montagne, c'est notre ancrage, notre stabilité intérieure. Puis le calme, comme une eau tranquille, c'est notre capacité à ne pas se laisser emporter par les émotions. Et enfin, la liberté, cet espace intérieur qu'on se donne et qu'on offre à l'autre pour qu'il puisse être vraiment lui-même. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais comment on fait en pratique? Eh bien justement, on nous propose une sorte de boîte à outils très concrète, 4 mantras. Des phrases toutes simples, présentées comme de véritables formules magiques pour transformer notre façon de communiquer. Le premier mantra, c'est l'offrande la plus directe de sa présence. Dire « Chérie, je suis là pour toi », c'est pas juste une jolie phrase. C'est une façon d'offrir activement son calme, sa solidité. C'est une promesse de soutien, ici et maintenant. Avec le deuxième, on va un cran plus loin. Il ne s'agit plus seulement de sa propre présence, mais de reconnaître pleinement celle de l'autre. C'est un acte de reconnaissance profonde qui dit « Je te vois, je sais que tu es là, et ta présence est un cadeau pour moi ». Le troisième, lui, demande du courage. Il dit en substance « Ta souffrance ne me fait pas peur. Je ne vais pas la fuir ou la minimiser. Je suis là et je peux l'accueillir avec toi. » C'est ça qui crée un véritable espace de sécurité pour pouvoir guérir. Et on arrive au quatrième, qui est sans doute le plus difficile. Celui-ci demande de la vulnérabilité. Il demande de faire le choix de mettre la connexion avant son propre orgueil. Et ce qui est fascinant avec ce quatrième mantra, c'est que ce n'est pas une plainte. C'est un processus structuré, en 3 temps. D'abord, on exprime sa souffrance, mais sans accuser. Ensuite, on montre qu'on prend sa part de responsabilité. Je fais de mon mieux. Et enfin, on demande de l'aide, mais comme une invitation. C'est une main tendue pour se reconnecter. Mais, et c'est un grand mais, pour pouvoir offrir cette présence à l'autre, il y a une condition sine qua non. Il faut d'abord apprendre à se l'offrir à soi-même. Et tout ce travail intérieur, en fait, il commence par une question toute simple mais absolument fondamentale. Est-ce que je me comprends assez? Parce que, soyons honnêtes, comment espérer vraiment comprendre la souffrance de quelqu'un d'autre si on n'a pas d'abord eu le courage de se pencher sur la sienne? Pour ça, il existe un exercice assez puissant, celui des 2 chaises. Le principe est simple, on s'assoit sur une chaise, on visualise l'autre et on parle avec son cœur. Et puis, on change littéralement de place. On s'assoit sur l'autre chaise et on essaie de parler depuis le point de vue de l'autre. C'est une pratique d'empathie presque physique qui peut débloquer des communications qui semblaient totalement dans l'impasse. Alors maintenant, pour que tout ça prenne vraiment sens, revenons à notre point de départ, Anna Karénine, et voyons comment tout ça semble pour nous raconter une histoire bien différente. Et c'est là que tout s'éclaire. On comprend que Tolstoï, en fait, ne faisait pas du tout l'apologie de la passion dévorante d'Anna et Vronsky. Au contraire, il la mettait en contraste avec l'autre histoire d'amour du roman, celle, beaucoup plus discrète, de Lévin et Kitty. Un amour humble, patient, construit. C'est ça, la véritable fin heureuse du livre. L'histoire de Lévin et Kitty nous montre que le grand amour, ce n'est pas de trouver la personne parfaite, comme par magie. C'est de décider de construire quelque chose de durable, ensemble, justement,
avec et à travers les imperfections et les difficultés. Ce qui nous laisse avec cette question pour la fin. La bonne question n'est peut-être pas comment trouver le grand amour, mais plutôt quel amour suis-je en train de construire, jour après jour. Parce que, et si la plus grande histoire d'amour n'était pas celle qu'on attend de trouver, mais celle qu'on bâtit, consciemment,